Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. À la faveur de la guerre de 14, on a célébré le territoire défendu par un peuple qui s'est sacrifié. Aujourd'hui, on va parler de ces territoires sacrifiés où le peuple a été relégué, la France périphérique. La guerre de 14 a provisoirement réconcilié les deux Frances dans l'horreur des tranchées. Ici, deux Frances s'affrontent. La première vit au cœur des métropoles, elle commande, elle est demeure libérale, de droite ou de gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis aussi dans ces métropoles, des populations issues de l'immigration qui ne sont pas forcément les plus grands perdants d'ailleurs du nouveau monde qui se dessine, multiculturel et mobile, déraciné en quelque sorte. Il y a donc une autre France dont on parle si peu, pour ainsi dire jamais, et que Christophe Guilly a ausculté au travers un ouvrage qui s'appelle La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires aux éditions Flammarion. Bonjour Christophe Guilly. Bonjour. Il y avait déjà eu Fracture française qui avait marqué une première étape, si je puis dire, non ? Oui, Fracture française, et puis auparavant un atlas des nouvelles fractures sociales, où effectivement déjà j'étais sur l'élaboration de cette nouvelle géographie sociale, puisque c'est un peu le nerf de la guerre depuis une quinzaine d'années pour moi. C'est Jacques Chirac qui vous avait donné l'idée des fractures ? Alors c'est les travaux effectivement d'Emmanuel Toll, de Marcel Gauchet d'abord, effectivement sur la fracture sociale, sur cette fracture, j'allais dire béante entre les catégories populaires qu'il va falloir définir, mais et puis le peuple et l'élite aussi, va falloir le définir. Voilà, le peuple et l'élite, mais là encore, il faut préciser les choses. Alors simplement, vous dites les fractures, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas une facilité, c'est une réalité ou c'était juste un terme utilisé par les politiques, récupéré par les politiques, auquel vous avez voulu donner un corps ? Alors après, politiquement, tout est récupéré, tout est récupérable. Je dirais que nous, chercheurs, on n'a pas à se préoccuper de savoir comment tout ça va être récupéré. Non, moi, je suis géographe et paradoxalement, je travaille pas spécifiquement pour et par les territoires. J'arrive au territoire par mon sujet, j'allais dire, depuis une vingtaine d'années, à savoir les catégories modestes, les catégories populaires, les nouvelles catégories populaires, puisque là, il s'agit effectivement de les définir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous parler ici d'une résurgence de la classe ouvrière. Je suis pas en train de décrire Jean Gabin sur sa locomotive, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment effectivement à une période où la classe moyenne telle qu'on l'a connue dans les Trente Glorieuses a quasiment disparu, elle a implosé, elle s'est émiettée. D'ailleurs, je n'utilise plus le concept. Je pense que c'est classe moyenne, c'est mort. Je pense que c'est un concept très très piégeux. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on parle de classe moyenne, on se réfère quand même à une période où effectivement on avait cette phase d'ascension sociale pour soi-même, pour ses enfants, etc. Et l'utiliser encore aujourd'hui, c'est sous-tendre finalement que la société française se divise encore entre une classe moyenne ultra majoritaire, où on aurait les 2 Français sur 3 de Giscard, en gros, et puis des minorités qui vivraient en banlieue. C'est un petit peu compliqué que ça. Aujourd'hui, après 30 ans de mondialisation, on peut dire qu'il y a une recomposition sociale effective et qui se lie parfaitement sur le territoire. Et dont on n'a pas pris encore acte vraiment. On n'a tellement pas pris acte de tout ça que finalement, la seule définition qu'on ait donnée de cette France-là, c'est la France des invisibles. C'est quand même assez intéressant d'identifier une majorité de Français comme étant les invisibles de la République. Comment l'expliquez-vous, Christophe Guilly ? Parce qu'il y a quand même des bataillons de sociologues et de chercheurs qui, depuis 30 ans, j'imagine que cela ne leur a pas échappé, qu'il y a des évolutions quand même fortes qui auraient pu être propagées dans l'espace médiatique, qui auraient pu retenir l'attention du grand public. Alors, il y a eu 2 phénomènes. Le premier, le plus important, la délocalisation, on va dire, de ces catégories modestes dans l'espace. Ces catégories ont quitté, j'allais dire, les endroits qui comptent. Les endroits qui comptent, ce sont les grandes métropoles, ce sont les grandes villes. Et dans ces grandes villes, vous avez tout ce qui compte, j'allais dire, en termes de médias, de recherche, d'hommes politiques, etc. Je dirais que la classe médiatico-politique au sens large est très métrocentrée. Donc on voit ce qui est très parisienne ou très lyonnaise, ou tout ça. Tout ça n'est pas une fracture entre Paris et province. Là encore, il faut revoir cette représentation du territoire. On est vraiment sur une logique la grande ville mondialisée,
qui peut être une grande ville de province aussi, et puis le reste des territoires. Et effectivement, là-dessus, j'allais dire que les représentations sont celles de la grande ville. Donc, et dans la grande ville, il y a quoi ? Il y a les dernières catégories populaires qui restent localisées dans ces grands espaces urbains. Ce sont les catégories populaires d'origine immigrée. Et donc, effectivement, il y a eu ces 20-30 dernières années une polarisation sur les banlieues, hein, notamment. Pourquoi ? Parce que c'était effectivement ce qu'on avait sous les yeux, hein, tout simplement, tout bêtement. Donc il y a, je dirais que peu à peu et cette délocalisation de l'espace a fait que ces catégories modestes sont devenues invisibles, avec cette idée que finalement tous les territoires qui sont situés en dehors des grandes métropoles seraient des territoires vieillissants. Je dirais que c'est la France qui disparaît, donc ça n'a pas grand intérêt. Alors Christophe Guilluy, vous êtes né en 64 à Montreuil, c'est la passion pour les cartes et les atlas, pour les territoires et l'espace qui vous a naturellement mené vers la géographie. Enfant, vous aimiez lire les explorateurs, Livingstone, Jules Verne. Vous suivez des études de géographie urbaine à la Sorbonne. Attention, vous le dites, vous n'êtes ni un sociogéographe ni un sociologue, mais bien un géographe. Marion Duchesne. Ma démarche consiste à analyser la société à partir des territoires, de la réalité du terrain, mais aussi du lieu qui, pour moi, est une réalité non fantasmée, explique Christophe Guilluy. La géographie sert à faire la guerre, une guerre de démocratie, répète-t-il. Il faut des idées et ces idées doivent faire discuter, s'engueuler pour qu'on avance. En France, on meurt du consensus. En 2004, Christophe Guilluy publie Atlas des nouvelles fractures sociales. En 2010, Fractures françaises. En 2011, les métropoles et la France périphérique, une nouvelle géographie sociale et politique. Dans son dernier essai, La France périphérique, paru aux éditions Flammarion, Christophe Guilluy se penche sur cette France s'étendant des marches périurbaines aux espaces ruraux et concentrant près des 3/4 des nouvelles classes populaires. Un livre choc et une manière pour le géographe d'alerter sur cette France coupée en deux, quitte à ce que ses propos soient récupérés par les partis situés à l'extrême de l'échiquier politique. Classés parmi les nouveaux rouges-bruns, souvent cités par Éric Zemmour, Christophe Guilluy se défend. Je préfère être dans l'analyse avec le risque d'être récupéré par tel ou tel, à gauche ou à droite. Je sais ce que je mets sur la table, ce sont des idées. Et parmi les questions cruciales, à ses yeux, la question identitaire. Les gens ne sont pas devenus méchants, ils se protègent, recherchent un entre-soi rassurant, explique Christophe Guilluy. Le rapport à l'autre, à l'étranger, peut être distancié, il n'empêche pas la fraternité. Et le géographe de se méfier des politiques et des médias qui prennent trop souvent de haut les classes populaires. Ces dernières passent pour un culte dangereuse, votant mal parce que n'y connaissant rien, il faut que ce regard change, conclut Christophe Guilluy. Alors le pape François, vous le savez, Christophe Guilluy nous appelle à aller aux périphéries. Et ces périphéries, il faut quand même essayer de les définir un petit peu parce qu'on manie aussi des mots qui sont peut-être un peu vides de sens, un peu rapides. Vous avez travaillé là-dessus. Comment les définir ? Est-ce que ce sont des personnes qui ont été marginalisées par la société de consommation, la mondialisation ? Est-ce que ce sont d'anciens agriculteurs ? Qui sont-ils précisément, ces périphéries ? Alors, qui sont-elles ? Quand j'ai travaillé sur cette idée de France périphérique, c'était aussi pour m'affranchir, j'allais dire, de la typologie traditionnelle de l'INSEE, qui divise le territoire entre urbain, rural, entre France périurbaine, entre France des grandes villes. Je dirais que cette typologie-là ne dit plus rien de la réalité sociale. Donc, pour moi, l'idée, c'était effectivement de penser des espaces très divers, hein, qui peuvent être des espaces ruraux, des petites villes, des villes moyennes, dont le point commun était effectivement d'être très éloigné des zones d'emploi les plus actives. Or, ces zones d'emploi les plus actives, ce sont effectivement les zones d'emploi métropolitaines. Hein, quand on regarde les créations d'emplois ces 6 dernières années, hein, période de récession, même s'il ne faut pas dire que c'est une période de récession, mais c'est une période de récession, l'essentiel des emplois se sont créés dans ces grandes métropoles. De l'autre côté, on a cette France périphérique où évidemment il y a encore de l'emploi. Je suis pas en train de dire qu'on a d'un côté une France totalement paupérisée et de l'autre une France des ultra riches. C'est pas du tout ça. Mais on est vraiment dans la fragilité sociale. Pourquoi ? Parce que là, on a de l'emploi industriel, on a de l'emploi résidentiel, c'est-à-dire lié à l'artisanat, au commerce, etc. Donc ce sont des petits emplois, des petits salaires, des petits revenus. Et effectivement, quand vous avez sur ces territoires-là un plan social,
commercial, une fermeture d'entreprise, c'est très souvent le chômage total qu'il y a derrière, tout simplement parce que il n'y a pas j'allais dire, de création d'emplois très dynamique. Donc ça veut dire que effectivement, quand vous avez une fermeture d'usine, par exemple à Gade en Bretagne, vous avez une explosion sociale très très forte derrière, tout simplement parce que les gens savent que le retour à l'emploi va être très 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 compliqué. Et les logiques foncières. Donc aujourd'hui, la mobilité sur ces territoires tend à régresser, c'est-à-dire qu'il devient très difficile de bouger. Donc les gens sont ici sur ces territoires. Alors, il ne s'agit pas uniquement des agriculteurs, évidemment. C'est pas la France. Déjà la France rurale n'est pas une France paysanne. Hein, c'est d'abord une France ouvrière. Vous avez là des petits employés. Vous avez, j'allais dire, toutes ces catégories modestes qu'on ne voit plus dans les grandes villes. Et mis bout à bout, effectivement, quand j'ajoute la France rurale, celle des petites villes, celle des villes moyennes, j'arrive à 60% de la population et surtout aux 3/4 des catégories modestes de ce pays. Alors, ce ne sont pas des catégories qui ont toutes fui la grande ville, évidemment. Les gens étaient sur place. Les gens dans les régions industrielles étaient déjà là. Non, l'industrie est partie. La désindustrialisation a fait son œuvre, notamment dans l'Est et dans le Nord. Et aussi, il y a eu, in fine, ce mouvement migratoire, effectivement, de gens qui ont quitté les villes. Mais j'allais dire que tout ça est cumulatif et les effets sont vraiment multifactoriels. Et comment faudrait-il redéfinir les critères de l'INSEE alors ? Alors, selon vous, la question des représentations, j'allais dire qu'elles empêchent parfois vous avez des représentations qui sont très valables à un instant T, qui le sont moins 20 ou 30 ans après. Typiquement, quand l'INSEE divise le territoire entre zones urbaines et zones rurales, c'est effectivement vrai. Il y a 20% de ruraux, 80% d'urbains. Alors, il y a des notes de l'INSEE où on a 95% de la population sous influence urbaine, disent-ils. Donc, moi, j'attends la prochaine note avec 100%. Donc, des typologies peuvent fonctionner à un moment donné et ne plus être pertinentes à un autre moment. Donc, moi, l'idée, c'était de dire non pas ce que fait l'INSEE est faux, pas du tout, mais en quoi cette typologie va faire remonter une réalité sociale. Et c'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il faut s'affranchir des typologies traditionnelles pour essayer de faire remonter une information qui est pour moi essentielle, puisque précisément, si on a nommé cette France la France des invisibles, si aujourd'hui on a ce malaise démocratique, c'est aussi parce que on n'arrive pas précisément à voir. Et cette France-là, elle est fondamentale parce que, alors déjà, il faut quand même préciser qu'elle concerne tous ces territoires ruraux de petites villes et de villes moyennes. Donc on est bien sûr de l'urbain et du rural. Hein, c'est pas du tout. Et ça va jusqu'au dom-tom. Hein. Les dom-tom font partie de cette France périphérique, j'allais dire ultra périphérique, avec les mêmes, j'allais dire la même fragilité sociale, voire plus grande, et aussi le fait que ces territoires ne sont pas organisés autour de grandes métropoles mondialisées. Mais alors, je prends deux exemples, Christophe Guilluy. Les bonnets rouges et puis le barrage de Sivins. Dans les deux cas, on se trouve en province, mais dans les deux cas, on pourrait dire qu'il y a de gros intérêts derrière cette France périphérique prétendument démunie. Pour les bonnets rouges, il y a les grandes surfaces, par exemple, qui ont fait monter au front le peuple, si je puis dire, en première ligne pour aller vite. Et puis le barrage de Sivins aussi. Là, on est vraiment en pleine France périphérique, normalement. Il y a les agriculteurs de Montauban qui ont aussi de gros intérêts et qui ont peut-être manipulé des personnes prétendument périphériques. Oui, enfin après là encore évidemment sur ces territoires-là, il y a de l'activité. On n'est pas sur des zones sans entreprise, où il y aurait je veux dire 100% des gens au chômage. On n'est évidemment pas dans cette logique-là. Donc oui, il y a des intérêts économiques. Oui, effectivement, il y a des lobbies, tout ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que ces territoires restent des territoires fragiles économiquement. Mais ce n'est pas un regard d'urbain, ça. Non. C'est là encore, on est vraiment sur la question de l'émergence d'un modèle complémentaire. Je veux dire que aujourd'hui, 2/3 du PIB français est produit dans les grandes métropoles. Hein, c'est le chiffre. Donc on a vraiment la richesse, j'allais dire, qui est produite dans ces grandes métropoles-là. Donc la question n'est pas de dire le modèle métropolitain mondialisé est inepte. Absolument pas. Je veux dire, ça fonctionne. Je serais complètement stupide de vouloir la disparition des grandes métropoles françaises. C'est évidemment pas là-dessus que ça se joue. En revanche,
on n'a pas assez pensé un modèle de développement, j'allais dire économique pertinent, sur tous ces territoires dispersés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on paye. C'est-à-dire que quand vous avez des mouvements sociaux qui peuvent partir, qui peuvent être manipulés, qui peuvent être effectivement... il n'empêche qu'il y a une réalité, c'est que les gens sur place ont absolument conscience de leur fragilité sociale, ont absolument conscience du fait que si demain il y a une perte d'emploi, il va être très très compliqué d'en retrouver un autre. Alors c'est ce que vous dites d'ailleurs sur la mobilité, parce qu'en fait la clé c'est la mobilité. Moins je suis fragile, plus je suis mobile. C'est ça en fait la clé. Mais vous dites à un moment que si, faudrait que je retrouve exactement à quel endroit c'est, mais vous dites, mais si tout le monde était mobile, comme le sont les gens qui le sont plus, la planète ce serait infernale, ça serait une catastrophe écologique. Donc en fait il y a aussi une illusion de la mobilité. On sait que la plupart des gens ne sont pas si mobiles qu'on le présente. La mobilité des individus n'a cessé d'augmenter, c'est ce que vous relevez. Un Français moyen, alors Français moyen ça existe encore ? C'est encore un terme qui existe. C'est encore un terme qui existe. Bon, alors on va le prendre, on va le s'en emparer. Parcourt en moyenne 40 km par jour, dont un peu plus de 25 dans sa vie quotidienne, un peu moins de 15 lors des déplacements de plus de 100 km. Ces moyennes sont nettement plus élevées pour les adultes, bon, etc. Vous détaillez tout cela et vous montrez qu'en fait, cette mobilité, la mobilité pour tous, c'est un leurre pour beaucoup de gens. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, j'allais dire, il y a la mobilité choisie et puis la mobilité contrainte. Je veux dire, prendre sa voiture pour aller dans la zone d'emploi, locale, ça ce n'est pas un choix, c'est une mobilité contrainte qui n'a strictement rien à voir avec tout le mythe de l'homme mobile qui a été développé ces dernières années. Je veux dire, quel rapport entre... Qui est mobile professionnellement aussi. Bien sûr. Je veux dire, la mobilité j'allais dire, d'un Jacques Attali n'a strictement rien à voir avec la mobilité qu'on peut retrouver sur ces zones d'emploi, des zones d'emploi là. Donc on est bien sur une mythologie, j'allais dire, libérale, qui est en train de s'effondrer. C'est pour ça que je parle de contre-société. C'est-à-dire que il n'y a pas là, j'allais dire, de projet idéologique. C'est-à-dire que ce sont les réalités économiques et sociales qui sont en train d'imposer d'autres modes de vie. Mais on aurait pu faire autrement. Alors, je sais pas si on aurait pu faire autrement, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'idée qu'on va s'en sortir par plus de mobilité est une idée absolument absurde. Quand les libéraux ou les ultra-libéraux, en gros, vous expliquent que c'est très simple. En fait, si vous perdez votre emploi en Bretagne intérieure, par exemple, il suffit de faire comme les Américains, de déménager, de vendre son bien immobilier et puis d'aller dans la zone d'emploi active. Sauf que on ne vend pas. Je connais pas le marché immobilier de la Bretagne intérieure, mais j'imagine que, en gros, on peut difficilement vendre son bien immobilier dans cette région pour aller acheter un loft à Paris, à Lyon ou à Rennes. Je veux dire, c'est les logiques foncières font que de toute façon, les gens vont rester sur place. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la sédentarisation qui s'impose finalement amène un nouveau modèle de développement de fait. Pourquoi sommes-nous sédentaires alors que les Américains ne le sont pas ? Alors déjà, il y a des logiques territoriales, c'est-à-dire que aux États-Unis, je veux dire, on est quand même sur un pays continent, donc déjà il y a la mobilité, elle est perçue différemment. Et puis surtout, il y a une exagération, c'est-à-dire que quand on regarde vraiment les choses, j'allais dire d'un peu près aux États-Unis, on se rend compte aussi que les catégories les plus modestes sont celles qui bougent le moins. Donc il y a aussi une grande supercherie autour de cette idée de mobilité américaine, c'est-à-dire que dans les faits, les plus modestes bougent relativement peu aussi aux États-Unis. À Détroit, on a réduit le périmètre de la ville, carrément. Oui. Donc il y a des parties entières qui appartenaient à la ville, qui sont dans un no man's land. Bon. Mais est-ce que ce qu'on vit en France, Christophe Guilluy, n'est pas un aspect de l'américanisation d'une certaine façon ? Alors, je dirais pas ça comme ça, je dirais que c'est un aspect de la mondialisation. C'est-à-dire que ce modèle territorial, cette nouvelle géographie sociale, quand on regarde bien les choses, est en train de s'imposer partout en Europe et j'allais dire dans les pays développés. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la concentration des secteurs économiques les plus actifs, les plus qualifiés dans les grandes métropoles, crée de fait un processus de gentrification de la grande ville, d'éviction des catégories les plus modestes, et on voit bien que le modèle aujourd'hui qui s'impose est un modèle inégalitaire, où
la structure d'emploi, en gros, s'organise autour d'emplois très très qualifiés et d'emplois sous-qualifiés. Mais les emplois intermédiaires n'existent plus. C'est-à-dire que on voit bien que ce qui fait tourner la boutique, entre guillemets, aujourd'hui, ce sont les catégories supérieures, ce sont les grandes métropoles, et puis par le bas, on a besoin effectivement d'immigration pour occuper les emplois sous-payés, de services, de BTP, et j'allais dire que ce modèle-là tend à s'imposer un peu partout en Europe, et c'est pas un hasard si, je veux dire, la contestation politique et sociale émerge de cette France périphérique, mais on pourrait dire de la Grande-Bretagne périphérique, des Pays-Bas périphériques, de la Suède périphérique. Quand on regarde les cartes aujourd'hui électorales un peu partout en Europe, les logiques sont exactement les mêmes. Et c'est assez intéressant parce que depuis 20-30 ans, on nous avait expliqué que si ça pétait entre guillemets, tout ça viendrait des banlieues, quoi. Et donc on a le nez, j'allais dire, sur les banlieues. On attend encore. Il n'y a jamais eu, j'allais dire, de mouvement social sérieux qui a émergé de la banlieue. Il y a des problèmes en banlieue, effectivement, personne ne va le nier, mais en tout cas rien de structuré et aucun mouvement social structuré. Or, ce qui émerge aujourd'hui, alors de façon diffuse, avec j'allais dire, des formes très différentes. C'est pour ça que la polarisation sur le Front National est à mon avis une erreur. C'est-à-dire qu'en réalité, il se passe beaucoup d'autres choses sur des champs politiques très différents. Et je travaille par ailleurs avec des gens sur la question des nouvelles ruralités, des gens qui viennent de la gauche, et là encore, qui sont en train de proposer des projets alternatifs, complémentaires je veux dire, au développement métropolitain. Mais on voit bien que ce qui émerge aujourd'hui vient de cette France périphérique, de ces périphéries. Alors on va revenir sur ces questions-là. Christophe Guilly, justement, la périphérie n'est pas la banlieue. Et puis, sur toutes vos analyses, on va y venir juste après. Puis l'interprétation politique qu'on pourra en faire, parce que vous avez dit là justement qu'il ne fallait pas polariser sur un parti politique. On va voir ce que vous pensez précisément et ce qui peut s'exprimer de cette France des oubliés. On se retrouve juste après 8h. La France périphérique aux éditions Flammarion. Suite du Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. Et qu'en pense Christophe Guilly, justement, géographe, au lendemain de cet événement de commémoration 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale? Alors avec un paradoxe aussi, c'est 1914, mais c'est le 11 novembre 18, il y a peut-être un petit aléa dans la chronologie, mais bon, les Français sont réunis autour de ces morts de 14. Et ça a un sens aujourd'hui encore pour vous? Ça a un sens, évidemment que ça a un sens. Et en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est l'attachement finalement, j'allais dire, au territoire. C'est ça qui est aujourd'hui au cœur de cette réflexion-là. Mais je dirais que là encore, ce sont les réalités culturelles et sociales du moment qui entraînent une nouvelle réflexion, j'allais dire, sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'un territoire, la question de ce que j'appelle le village, le rapport à l'autre, le rapport à l'enracinement, à la relocalisation. On est vraiment sur des logiques finalement qui sont d'abord économiques et sociales et qui deviennent pour le coup culturelles et aussi identitaires. C'est vraiment dans ce sens-là. Est-ce qu'on y est d'autant plus attaché qu'on les a perdus? Alors, on peut dire ça, mais je crois que c'est d'abord cette question de la réalité économique et sociale qui va amener ces questions-là. Alors, Christophe Guilly, vous avez récemment été récompensé par le prix des impertinents. On est en ligne avec Jean Sévilla, qui est fondateur de ce prix, et qui est au Figaro Magazine, comme chacun sait, que vous avez reçu le 3 novembre dernier. Bonjour Jean Sévilla. Bonjour Louis Dauphren. Alors vous allez nous expliquer justement pourquoi vous avez remis le prix à Christophe Guilly. C'est un géographe. Le prix des impertinents des récompenses décore une personne qui s'est livrée à une sorte de pensée audacieuse à contre-courant des idées reçues véhiculées par le système. Ça correspond à Christophe Guilly ? Écoutez, à notre avis, ça correspond très largement à Christophe Guilly et son travail. C'est pour ça que nous l'avons récompensé. Alors, le prix que je préside, en effet, est un prix qui veut distinguer des prix des pensées qui sortent des ornières et des pensées convenues. Mais nous sommes le jury composé d'analystes. Je suis au Figaro Magazine, c'est pas un secret.
Il y a une certaine composante, on va nous classer plutôt à droite, il faut absolument raisonner sur cet axe-là, mais nous essayons et nous efforçons d'échapper à ce schéma, et nous avons distingué Christophe Guilluy, non pas pour l'annexer à un camp par rapport à un autre, parce que c'est pas cette perspective-là. D'ailleurs, nous avions déjà récompensé des penseurs qu'on classerait plutôt à gauche, mais précisément parce que c'est une pensée hors norme, parce qu'il bouscule. Son analyse des deux France est très frappante et est au cœur du mal français, à notre avis. Je pense qu'il est dans son travail, ce géographe que je n'ai d'ailleurs jamais rencontré, que je salue là, voilà, mais le doigt là où ça fait mal dans la société française d'aujourd'hui, et je trouve ça c'est un travail très intéressant, mais je ne crois pas que qui que ce soit puisse l'annexer ou le classer dans un camp, c'est pas la question. Il donne des faits, et ces faits, il faut les écouter. Jean Sébillard, est-ce que ça n'alimente pas toute la polémique sur le suicide français ? Oui, évidemment, on peut faire le rapprochement. Puis alors, évidemment, Éric Zemmour fait partie de notre jury. Donc, et Éric Zemmour avait déjà soutenu dans un nombre de ses articles le travail de Christophe Guilluy, mais soulignant l'intérêt de ses analyses. Je crois que c'est une des composantes, en effet, du mal français. Moi, l'expression suite française, je la laisse à mon confrère Éric Zemmour. C'est pas une expression que j'emploie personnellement. Le mal français, c'est plutôt un terme que je préférerais, mais je pense qu'en effet, c'est cette dichotomie, cette France à deux vitesses, donc une France qui est en voie de perdition et qui s'exprime évidemment notamment dans les urnes et de façon radicale, qui bouleverse la donne politique, est un des éléments de la réflexion que nous devons avoir sur les causes profondes du mal français. Jean Sébillard, vous restez avec nous quelques temps, et puis je pose la question à Christophe Guilluy en faisant écho au crime des bobos. C'était la chronique de Laurent Geoffrin dans les pages de Libération, qui justement, en parlant de Christophe Guilluy, met le doigt là aussi où ça fait mal. En privilégiant le cosmopolitisme et la lutte pour les droits des émigrés, une certaine gauche a-t-elle oublié les classes populaires ? Alors, vous, comment vous situez-vous politiquement, Christophe Guilluy ? Parce que le prix des impertinents vous a identifié comme un homme de gauche, mais un esprit inclassable. Moi, je travaille, alors effectivement, je viens de la gauche, etc. Moi, le point essentiel, c'est travailler sur le réel. Donc, et notamment sur ces catégories modestes. Je gêne une certaine gauche. Et c'est très intéressant de voir, parce que je circule beaucoup en province et je fais pas mal d'interventions en province. J'allais dire que la gauche d'en bas... Vous travaillez pour des collectivités ? Pour des collectivités qui sont beaucoup encore à gauche. Je rencontre beaucoup d'élus, de députés du Parti Socialiste. Et ce qui me frappe, ce n'est pas du tout ce clivage gauche-droite auquel je ne crois absolument plus. C'est en revanche une radicalité qui monte à partir du bas. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des élus, des députés de cette France périphérique qui peuvent être au Parti Socialiste, leur critique va d'abord au Parti Socialiste d'en haut. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est que le diagnostic que je fais, moi, de cette France périphérique, de ces catégories populaires, les élus, en général, le font aussi. Et ce qui est en train de se dessiner, c'est pour moi, je crois, l'implosion du socle idéologique des grands partis. Alors c'est très vrai pour le Parti Socialiste, c'est vrai aussi pour l'UMP. Et moi j'ai effectivement eu droit à quelques critiques, on va dire de la gauche bobo entre guillemets, et dans le même temps un soutien assez fort justement de la gauche justement de ces territoires-là. Donc on voit bien que ce qui se joue, et c'est évident que là je gêne beaucoup, j'allais dire cette gauche culturelle, ce gauchisme culturel comme l'appelle Jean-Pierre Le Goff. Pourquoi ? Parce que je ramène la question sociale, j'allais dire, sur la table. Et pour une gauche qui a abandonné la question sociale, on va dire depuis une trentaine d'années, c'est effectivement très gênant. D'où l'idée pour eux, j'allais dire, d'ethniciser mon travail. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui va m'être reproché, c'est l'idée que je cliverais la France entre d'un côté les petits blancs et de l'autre les zones musulmanes ethnicisées. C'est évidemment pas ça du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça, si ce
n'était que ça, bon, ce serait relativement simple, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. En réalité, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est parce qu'ils veulent absolument rester sur un curseur, j'allais dire, sociétal et culturel, dans laquelle la gauche s'est levée depuis 20-30 ans. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, c'est complètement suicidaire d'ailleurs pour le Parti socialiste, et on le voit aujourd'hui. Hein. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi ? Parce que ils n'ont jamais assumé finalement on va dire le virage libéral de 83, etc. Et là, quand j'amène moi la question sociale, avec celle des catégories populaires, on peut imaginer que ça peut intéresser un homme de gauche, a priori. J'ai droit à un tir de barrage d'une certaine gauche, mais une gauche qui effectivement, culturellement, politiquement, est très puissante. Mais ce qui est quand même, c'est pour ça que je reste quand même relativement optimiste, ce qui est quand même frappant, c'est que des initiatives existent. Je parlais notamment de ces questions des nouvelles ruralités, qui est un groupe qui a été rejoint par une trentaine, même une quarantaine de départements aujourd'hui, initié par des gens de gauche, du Parti socialiste, où vous avez des discours qui sont à l'exact opposé, j'allais dire, du discours officiel du Parti socialiste. Et ça, c'est la recomposition qui est à l'œuvre aujourd'hui. Je crois que cette recomposition va amener l'implosion des grands partis, tout simplement parce que ils vont être obligés de bouger. Le réel, de toute façon, est trop puissant pour qu'il ne bouge pas. Jean Sébilla, vous partagez cette analyse ? À 100%. Donc je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que je confirme totalement que cette révolte qui part du bas, je l'observe moi aussi comme journaliste et comme analyste de la société française, elle concerne aussi bien la droite que la gauche. C'est pour ça qu'il ne faut pas... oui, il y a une traduction électorale du phénomène et qui est importante, mais c'est pas le centre du phénomène. Le fait, c'est qu'on va vers des recompositions. Il y a une révolte vers les appareils parisiens, mais ça tape autant à gauche qu'à droite. Mais alors justement, parce que vous dites, alors Christophe Guilluy, le clivage Paris-Province, c'est d'une certaine façon révolu. La question de l'élite et du peuple, il va falloir définir. On a l'impression que les mots que l'on manie ne sont plus pertinents pour désigner la réalité. Et c'est pour ça que je vous avais posé la question de savoir s'il faut avoir un nouveau langage. Et est-ce que tout commence par le langage ? Bien sûr. Alors, élite et peuple, par exemple, comment est-ce que vous définissez l'élite et le peuple ? Alors, à mon avis, il faut surtout pas. Là encore, on est vraiment sur, j'allais dire, sur des termes qu'il ne faut quasiment plus employer. Bon, je les emploie aussi, mais pour résumer. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la place ? Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la question territoriale est intéressante. C'est que les gens, il n'y a plus de conscience de classe. On n'est plus dans ces logiques-là. En revanche, il y a la conscience d'un destin commun. Et ça, vous allez retrouver ça. Et c'est pour ça que le mouvement dit des bonnets rouges était assez intéressant, parce que vous aviez là des petits entrepreneurs, des gens au chômage, des ouvriers, etc., qui se sont organisés en dehors vraiment du monde syndical, des partis politiques. Et on voit bien que ce qui se trame aujourd'hui, c'est une recomposition des catégories modestes, mais au sens large, c'est-à-dire qu'on est vraiment, mais à partir d'une réalité sociale et économique et une réalité territoriale. Donc c'est pour ça que le clivage élite, peuple, bon, on peut en parler, mais c'est pas exactement comme ça que ça se joue. On est vraiment sur des logiques soit d'intégration, j'allais dire aux logiques de la mondialisation, hein, donc on est vraiment sur la logique métropolitaine. Et d'ailleurs, la réforme territoriale est assez intéressante. À un moment où on nous explique qu'il faut absolument, alors c'est souvent après chaque résultat électoral, hein, il faut s'intéresser à cette France-là, cette France populaire, cette France des oubliés, cette France des invisibles. On nous pond une réforme territoriale. Or, la réforme territoriale devrait, mais bon, je pense qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, faire disparaître le département. C'est assez intéressant, et donc avec l'organisation autour de grandes métropoles. C'est quoi l'idée ? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des grandes métropoles qui, bon, en gros, produisent l'essentiel des richesses, et vous allez ajouter un échelon politique et d'organisation territoriale qui va être celui de la métropole. Évidemment, qui va représenter les grandes métropoles ? On va dire, ce seront les cadors de la politique française. Donc vous avez une hyper visibilité de ces territoires. Or, en face, vous avez la France des invisibles, la dernière collectivité visible de la France des invisibles, je ne sais pas si je suis clair,
c'est le département. Or, on veut supprimer le département. C'est assez intéressant. À un moment, on nous explique que, effectivement, les catégories populaires, c'est important. On organise une réforme territoriale pour faire disparaître le dernier échelon visible de cette France des invisibles. C'est la victoire du centre, donc, alors, la réforme. Oui, c'est-à-dire que, alors évidemment, derrière ça, on va vous dire, oui, mais non, mais il y a aussi les intercommunalités, etc. Sauf que les intercommunalités, personne n'est contre, mais je veux dire, un président d'interco, c'est personne. Un président de conseil général, il est encore reçu dans les ministères, c'est encore une personnalité, je veux dire, ça existe. Alors évidemment, quand je dis ça, je ne dis pas que on peut pas bouger, c'est-à-dire que je suis pas un départementaliste dingue, c'est-à-dire que par exemple le département du Rhône disparaisse parce qu'on a une métropole lyonnaise qui est calée sur le territoire du département. Après tout, c'est récent. Oui, bien sûr, ça c'est pas très choquant. Mais en réalité, on est vraiment aujourd'hui sur le malaise démocratique vient du fait que cette France périphérique, majoritaire, populaire, n'a en réalité aucune représentation politique forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élus. Évidemment, il y a des élus. On a énormément d'élus, peut-être trop. Ça, c'est pas la question. Sauf que ce sont des élus sans pouvoir. Et ça, c'est un immense problème. C'est pour ça que je dis que on s'en sortira par le haut si réellement on arrive à faire vivre cette opposition entre France métropolitaine, France périphérique. Pourquoi ? Parce que derrière, ce sont des choix sociétaux, ce sont des choix économiques qui vont pouvoir enfin s'affronter, mais s'affronter pas violemment. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quand même à un moment ou à un autre, autre chose que le consensus mou. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit s'engueuler. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que, en gros, l'UMP, le PS sont d'accord à peu près sur tout. On est vraiment là-dessus. Donc du coup, le Front National arrive derrière. C'est assez simple pour le Front National de parler à ces territoires-là, puisque le PS d'en haut et l'UMP d'en haut ne parlent pas à ces gens. Mais il faut aujourd'hui que politiquement, ces territoires existent. Et c'est ça l'enjeu. Et je dirais que c'est la seule méthode rationnelle pour s'en sortir. Jean Sévillat, quand on parle d'implosion, c'est aussi le terme employé par Christophe Guilluy, qui donc est plutôt optimiste, parce que vous dites que le système ne peut pas tenir comme ça longtemps. Relativement optimiste. Relativement optimiste. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont cette implosion ou cette recomposition pourrait se produire ? Personnellement, non. Et je souhaite que l'optimisme de Christophe Guilluy soit fondé. Maintenant, je suis quand même personnellement assez inquiet. On voit énormément de fragilité dans notre société. Le système institutionnel tel qu'il est me paraît largement inadapté aux tensions qui montent, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de motifs d'inquiétude. Moi, je ne parlerai pas de suicide français parce qu'il y a des capacités de ressort, et encore par la base, il y a encore de l'accord, du consensus quand même dans la société française. Il y a quand même des gens qui se parlent. Maintenant, on peut avoir je suis aussi historien. L'histoire de France est aussi semée de périodes difficiles, de périodes parfois de convulsions sociales, sociopolitiques qui surviennent de façon inattendue. Alors il ne faut pas tomber dans le fantasme de nous sommes en 1788, qui est un discours un peu facile. Maintenant, il faut être attentif aux signes de tension qui existent dans notre société. Jean Sévillat, merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Le prix des Intinents, c'est vous qui l'avez remis tout récemment à Christophe Guilluy, notre invité, avec La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires aux éditions Flammarion. J'avais une question, Christophe Guilluy. Il nous reste malheureusement assez peu de temps. L'Église a essayé de repenser aussi son territoire à travers une refonte de ses diocèses. Et on sait bien que le clocher du village a été un repère pendant des siècles pour les Français. Donc il y a une forme d'histoire qui disparaît sous nos yeux à travers cette aspiration vers le vide, finalement, de quantité de territoire qui n'existe plus. Comment la conseilleriez-vous, si je puis dire, et comment les religions doivent-elles se situer par rapport à cette évolution-là ? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer ? Alors c'est très compliqué, déjà c'est pas du tout mon oui, domaine. mais je vous pose la question parce que vous avez un regard totalement extérieur. Alors justement, la question du religieux est complexe, notamment en milieu populaire. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est qu'on parle ici, dans ces milieux populaires-là, d'une France très largement déchristianisée pour le coup.
D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que le mouvement de la manif pour tous est parti essentiellement des grandes villes. On est vraiment sur, j'allais dire, mais de la province. Beaucoup de la province, mais des grandes villes de province souvent. Ouais. C'est vraiment ce qui était frappant, ce qui n'est pas illogique. C'est-à-dire que j'allais dire que dans une France très largement déchristianisée, le catholicisme aujourd'hui tend à se recentrer effectivement sur les catégories, on va dire, les plus motivées et souvent des catégories supérieures. On est vraiment sur ces logiques-là. Et en milieu populaire, ce qui est vraiment aujourd'hui quelque chose de très frappant, c'est que la question du religieux va prendre une forme identitaire en banlieue et j'allais dire quasiment dans la France périphérique, quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'effacement. Vous avez en banlieue une forme de réislamisation, notamment on a beaucoup parlé de la réislamisation des jeunes de banlieue. On aurait pu imaginer un retour vers le catholicisme dans les milieux populaires de l'autre France. Or, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que la déchristianisation, j'allais dire, je mets ça entre guillemets, qui est quasi totale dans ces milieux populaires. Donc ça va prendre une autre forme. Et la forme que ça a pris, c'est effectivement la question identitaire, elle ne passe pas par le religieux, elle va passer plutôt par la question ethnique, la question territoriale. Donc effectivement la question du vote Front National d'ailleurs c'est assez frappant, ces deux logiques, réislamisation des jeunes de banlieue et de l'autre retour de l'identitaire dans les milieux populaires de cette France-là. Mais j'allais dire que si le catholicisme était encore vivant dans cette France-là, ça aurait pu être effectivement un retour vers le religieux qui aurait pu aussi prendre la forme qu'on connaît en banlieue. En réalité, c'est le même mouvement. C'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est de voir que c'est ce que j'appelle la question du village. Dans un monde mondialisé, vous avez cette émergence de la société multiculturelle, la question du rapport à l'autre, la question de son identité devient de plus en plus importante. Elle va prendre une forme très différente selon ses origines, sa religion, etc. Mais ce qui est certain, c'est que toutes ces questions sont posées sur la table. Toutes ces questions sont aujourd'hui de plus en plus centrales. En quelque sorte, on s'accroche, si je puis dire. On s'accroche, on renouvelle son rapport à l'identité parce qu'on voit qu'il y a des menaces. En particulier, c'est la peur aussi qui guide beaucoup cela. En partie. Oui. On est obligé de se quitter malheureusement, Christophe Gully. La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires. C'est votre dernier opus aux éditions Flammarion, récompensé par le prix des impertinents. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.